un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires de course, une émission pour les amoureux du cyclisme que vous pouvez retrouver aussi sur le forum du site véloclub.net. Moi, c'est Max, alias Albator sur VCN. Et aujourd'hui, pour évoquer l'actu du moment, on retrouve Baptiste, alias Aléla SSE. Bonsoir. On retrouve également Daniel, alias Nopic. Salut. Charles, alias Charlix. Salut à tous. Et Benjamin, alias Akayon. Bonsoir tout le monde. Et bonjour à vous. Bon, bien aujourd'hui, cher commissaire, le plus simple est de revenir peut-être sur la course du jour, avant peut-être d'aborder le chapitre des Ardennaises de manière plus générale. Donc, revenir sur la course de la journée, à savoir la Flèche Wallonne, avec aujourd'hui en vainqueur, nous retrouvons Julien Alaphilippe, devant Alejandro Valverde, et nous retrouvons à la troisième place un étonnant Yael Van Endert. Voilà donc le podium de cette Flèche Wallonne. Alors, naturellement, après une victoire française, j'ai envie d'interroger en premier Benjamin pour savoir ce qu'il a pensé de cette édition. Cocorico! C'était la plus belle de ces 20 dernières années, non, un peu plus sérieusement. Ah, carrément la plus belle. Non. Par contre, c'était une belle course et j'en discutais avec Charles cet après-midi. Je trouve qu'en ce moment, sur les différents types de courses qu'on a, on est gâté. Alors, on a pu un peu râler, notamment lors du Tour des Flandres, tout ça, mais depuis, c'est assez sympathique. Et aujourd'hui, bon, il y a eu le Tour des Alpes, mais revenons sur la Flèche Wallonne. La Flèche Wallonne a été sympathique avec notamment une belle attaque menée par Vincenzo Nibali, qui a décidé apparemment de prendre le relais d'Alberto Contador sur les grandes attaques, mais qui cette fois réussissent. Et on a eu un gros duel, c'est même pas un duel, on a eu une belle course sur le mur de 8, puisque les attaquants cette fois-ci n'ont pas été récompensés, même s'il y a eu un top 10 pour le plus fort d'entre eux. Et cette fois, Julian Alaphilippe a réussi à vaincre Valverde, et il semblait tout aussi surpris que nous de ne pas avoir Valverde attaquer et le sortir de sa route, tant il se retournait avant de placer son accélération. Il a dû se retourner au moins 4 ou 5 fois, et il semble se dire, mais il attaque pas, il serait pas bien, je vais pouvoir le battre. Il semblait tout en plus surpris qu'en fait, il ne pensait même pas avoir gagné, il me semble, lorsqu'il passe la ligne. C'est ça, il pensait justement qu'il y avait Nibali qui était devant, Nibali qui avait été repris au pied du mur de 8. Mais bon, quand tu es concentré à mort, parce que tu sais que tu joues presque ta saison sur 1 kilomètre, puisque je crois que ça a été dit sur France TV, Alaphilippe il s'est surtout entraîné pour cette course, plus que pour Liège par exemple. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, Baptiste par exemple. C'était un jour historique, non ? Pour plein de raisons d'ailleurs, à la fois la victoire d'un Français sur une Ardennaise. J'ai pas exactement l'année en tête, mais ça doit être Laurent Jalabert sur la Flèche déjà, ou sur Liège peut-être. Mais non, la Flèche en 97 devant du Club Blanc. Et donc c'est la première victoire française du millénaire. Voilà, et sur une Ardennaise, alors on avait eu sur les grandes classiques, Arnaud Démare avait vaincu le signe indien il y a 2 ans à Milan-San Remo, mais là... Il y avait aussi Tony Galopin sur la Classica San Sebastian, faut pas trop l'oublier non plus, qui est quand même une course. Je pensais plus au monument, même si la Flèche Wallonne n'est pas un monument, mais c'est vrai qu'elle est dans une séquence de classiques un peu plus intense que la Classica San Sebastian. Donc déjà ça jour important pour ça, et puis voir Alejandro Valverde battu, c'est vrai aussi que on n'y croyait plus, d'autant plus surtout au sommet du mur de vie où il restait invaincu depuis 4 ans et où il avait déjà gagné tant de fois et il paraissait complètement incontournable. D'ailleurs, quand on voit les temps d'ascension d'Alejandro Valverde sur les années où il a gagné et aujourd'hui, c'est à 2 secondes près, c'est vraiment exactement les mêmes temps à chaque fois.
C'est donc sans doute que Julien Alaphilippe aujourd'hui était plus fort, qu'il a progressé. Même si je pense aussi que si Valverde a pas gagné aujourd'hui sur cette Flèche Wallonne, c'est aussi parce que pour la première fois depuis longtemps, moi j'avais pas souvenir d'avoir vu une Flèche Wallonne comme ça, une Flèche Wallonne qu'on a rendue difficile. On n'a pas attendu d'être 70 au pied du mur de vie pour faire la course. Et on a vu notamment un Valverde isolé très tôt avec plus qu'un équipier, un Mikel Landa exemplaire par ailleurs, dès l'avant-dernier passage du mur de vie, donc quand même assez loin de l'arrivée avec encore pas mal de bosses. Et Landa ne pouvait pas tout faire. Alors après, Valverde a eu du soutien d'autres équipes. Et sans doute, il a dû se dévoiler un peu tôt. D'ailleurs, il l'a dit, je crois que dans l'avant-dernière côte, la côte de Cherave, il a dû faire un effort qu'il n'avait pas fait les années d'avant. Voilà, tout ça a sans doute un peu pesé in fine au-delà du niveau d'Alaphilippe. Valverde, comme quoi, il est bousculable, il n'est pas imbattable, même si c'est le Benjamin Button, on l'a déjà dit, hein, c'est plus il vieillit, meilleur il est. Mais peut-être il y a de l'espoir pour Liège aussi, on ne sait jamais. Peut-être qu'il ne gagnera pas non plus. Je sais pas. Charles, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je me suis un peu attardé, justement, tu parlais des temps d'ascension, Baptiste, tout à l'heure. Je me suis un peu attardé sur les différents temps. Et comme tu l'as dit, Valverde, je crois qu'il monte en 2,51 aujourd'hui. Et lors des 3 dernières éditions, il avait gagné en 2,52 2 fois et une fois en 2,53 à l'inverse. Donc, on voit vraiment que la victoire d'Alaphilippe, elle n'est pas liée à une baisse de régime de Valverde, mais vraiment à Alaphilippe qui a su hausser son niveau par rapport aux 2 années où il fait un podium. Et en préparant l'émission, je me suis aussi attardé sur plusieurs autres stats, dont le dénivelé positif de l'épreuve. ASO avait choisi de durcir la Flèche Wallonne cette année, et contrairement à l'an passé où on n'avait que 2600 mètres de dénivelé positif, cette année on est monté à 3250. Donc je me demande aussi à quel point cette augmentation du dénivelé positif a pu jouer un rôle dans les organismes des coureurs. Est-ce que Valverde n'était pas justement un peu plus fatigué et qu'il n'a pas eu le jump dans les derniers mètres du mur de Huy pour pouvoir s'imposer? Alors, sur ce point, c'est possible. Après, le dénivelé, ça ne fait pas forcément peur à Valverde. Daniel voulait intervenir, mais juste avant, je voulais quand même te lancer une pique sur un sujet par rapport à ce thème, Charles, parce que ça a été aussi évoqué sur le forum. Est-ce que la course n'a pas été aussi rendue, on va dire, plus dure et moins contrôlable parce qu'il y avait un équipier en moins? Non, parce que ça, c'est une grosse blague, encore une fois. Enfin, pour moi, c'est vraiment le parcours qui a joué là-dessus. D'accord, Valverde, il avait que Landa. Non, mais d'abord, Valverde avait que Landa avec lui, mais quand tu regardes le peloton, il y a des équipes qui sont supposées être moins fortes que la Movistar, qui avaient encore plusieurs mecs. J'ai vu Jungles pour la Quick Step, il y avait Gilbert aussi. Les Bora étaient plusieurs, les dimensions data, ils étaient plusieurs, parce que je sais pourquoi ils se sont mis à rouler devant sans aucune raison pour un top 12 de Slacter. Donc, il y a des commissaires en théorie là-dessus, on y reviendra. C'est plus la faillite de la Movistar, enfin du collectif Movistar, mis à part Landa, que les supposées équipes de 7 qui, de la vie générale, de toute façon, ne changent absolument rien du tout au scénario de course. Daniel ? Oui, alors effectivement, je voulais revenir un peu sur cette histoire de temps d'ascension et de dureté de la course. D'après les déclarations que j'ai lues, effectivement, la course était un peu plus dure et plus rapide qu'habituellement. Et surtout, donc la dernière ascension du mur d'Huy s'est faite vachement plus rapidement, notamment dès le pied, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes, où ça temporisait un tout petit peu dans les premiers hectomètres du mur. Là, on a Jelle van Endert qui a fait le tempo dès le pied, et vraiment costaud. Et d'autres coureurs ont fait la remarque également que le début avait été monté vite, et ce qui fait qu'à la fin, on n'a pas forcément retrouvé les mêmes. Valverde était un peu moins fort qu'Alaphilippe au final. Donc ça a peut-être eu un impact. Oui, très bien. C'est effectivement un temps d'ascension pour Valverde à peu près équivalent à ce qu'il pouvait faire. On voit qu'Alaphilippe a passé lui un cap. Les conditions météo étaient de toute façon assez bonnes. Il y en a quelques-uns quand même qui sont surprenants dans ce top 10. Retrouver Kreuziger à la 4e place, par exemple. Voilà quelqu'un qui fait des Ardennaises au top, qu'on n'attendait pas forcément. Il est bien préparé. Il est bien préparé, on n'en dira pas plus, c'est ça, non ? C'est ça. Parce qu'on va un voile pudique sur le reste, vous voulez.
Mais en tout cas, les coureurs qui étaient très forts aujourd'hui et qu'on retrouve dans le top 10 de la Flèche, c'est une surprise parfois de les retrouver là, mais c'est pas une surprise si on les compare, si on regarde où ils étaient à l'Amstel aussi, sans pour autant forcément beaucoup revenir sur la course. Mais Michael Matthews était très fort à l'Amstel, il était dans le bon groupe et puis il crève, ou il a une roue voilée, je ne sais pas, mais en tout cas il a un problème à la roue arrière alors qu'il est dans le bon groupe et du coup il finit un peu plus loin. Et il fait 5e au mur de Huis, qui franchement, moi j'aurais jamais misé là-dessus avant la course ce matin. Kreuziger faisait aussi partie des plus forts à l'Amstel l'autre jour. Et finalement, le mur de 8 tel qu'il a été grimpé aujourd'hui, c'est-à-dire à bloc du pied jusqu'au sommet, lui convenait assez bien parce que c'est plutôt lui un gros moteur, pas quelqu'un qui a beaucoup de punch, beaucoup de vitesse. Mais du coup, vu sa forme du moment, il est naturellement sorti du lot vu comment le mur a été grimpé. Et voilà, et puis évidemment, Jelle Van Endert aussi, qui a été très impressionnant en accompagnant. À l'origine, il faisait le tempo pour Wellens, mais il a fait un tempo hallucinant du pied au sommet. Et au final, il était plus fort que son supposé leader. Et déjà à l'Amstel, il faisait 10e en second rideau, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un coup de pédale comme ça de Van Endert dans les Ardennaises. Et d'ailleurs, je crois qu'au Tour du Pays Basque, on avait vu un peu prendre le bout de son nez, peut-être pas au Pays Basque, mais sur une course récemment. J'avais remarqué, je m'étais dit, il a bien préparé son affaire. Cette année, on va le voir, comme d'hab, sur la semaine des Ardennaises. Et pour revenir sur le nombre de coureurs par équipe, moi, je pense quand même que ça joue. Et j'avais d'ailleurs, à une précédente émission, j'avais dit qu'on verrait si on pourrait peut-être avoir un début de réponse sur le nombre de coureurs par équipe, si ça influe ou pas sur les Ardennaises. Et bon, je trouve que quand même le faisceau d'indices commence à être important. Ça fait plusieurs fois qu'on se pose la question si le nombre de coureurs a une incidence ou pas sur le fait que des courses sont peut-être plus animées qu'elles n'ont pu l'être par le passé. Je constate que la Flèche Wallonne a été beaucoup plus animée qu'elle ne l'a été depuis 10, 15, 20 ans. Et qu'une des choses qui a changé, il y a le parcours certes, mais il y a aussi le nombre de coureurs. Et que Movistar avec un de plus et toutes les autres équipes avec un de plus, voilà, il n'y aurait peut-être pas eu 30 coureurs au pied du mur de vie, il n'y aurait peut-être pas eu 45 secondes pour le groupe d'avance pour le groupe Nibali, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça. Apparemment, il y a débat donc sur la question entre... sans rentrer trop dans le détail... Pardon, et sans rentrer trop dans le détail des équipes de 7, parce que c'est pas le sujet du jour, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, peut-être que je me trompe après, mais j'ai l'impression que c'est plus les parcours qui sont la raison du spectacle. Enfin, on a des exemples de courses par étapes qui ont été plus intéressantes depuis le début de l'année, mais on a aussi, à contrario, des courses comme le Tour Down Under ou Tirreno Adriatico qui ont été chiantes au possible, et ce, malgré les équipes de 7. Si elles ont été chiantes pour le Tour des Flandres, et si elles ont été chiantes, enfin, pas pour le Tour des Flandres, mais pour le Tour Down Under et pour Tirreno Adriatico, c'est parce que les parcours étaient nuls au possible. Le Tour Down Under, ils ont réussi à rendre pour une fois la simplifier à une vraie course de côte sur Willunga Hill, alors que d'habitude on a une autre étape intéressante. Et... Enfin, pour moi, les équipes de 7 ont... Peut-être que ça marche pas à tous les coups aussi. Tu vois, peut-être que parfois, c'est pas forcément que toutes les courses par miracle deviennent mieux, quoi. Mais peut-être que de temps en temps, ça favorise, quoi. On le verra. C'est possible aussi. Après, ouais, je pense vraiment que c'est plus les parcours. Tu vois, en Catalogne, ils ont fait un effort aussi. Le Pays Basque, ils ont changé la place du chrono. Enfin bon, il faudra de façon plus de recul. Il faudra peut-être 1 ou 2 années pour vraiment voir. Peut-être plutôt que de chercher une raison qui est peut-être dans les parcours ou qui est dans la réduction du nombre d'effectifs, c'est peut-être un cumul, tout simplement. Il faut peut-être une addition, une multiplication de facteurs. Et si ça ne signait pas, comme à Tirreno et comme au Tour Down Under, ça floppe tout simplement. Parce que ça reste les coureurs qui font la course, mais encore faut-il leur permettre de la faire. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que la diminution, si elle a vraiment une importance, d'équipiers dans les équipes interviendra, pas avant. Ouais, je serais d'accord avec ça au final. J'aurais bien aimé revenir également vite fait sur les performances, parce qu'on parlait aussi pour l'époque des Flandriennes et la performance de l'équipe Quick-Step en général. Bon, on voit que sur les Ardennaises, ça se passe pas trop mal non plus. Il y en a une par contre, une équipe un peu qui de manière surprenante traverse cette campagne un peu comme un fantôme, c'est la Sky. Alors, j'ai beaucoup lu de choses sur Kwiatkowski en début de course, là, au début, sur la Flèche Wallonne. Puisqu'apparemment il avait pris aussi les choses en main, il roulait. Pour qui, je crois que ça devait être finalement pour Henao qui termine à une 11e place. Ouais. C'est vrai que la saison de Kwiatkowski, je ne sais pas trop où il va là. La Sky, pour l'instant, sur les classiques, ça n'arrive pas à se trouver.
Et Henao aussi, Henao qui n'est pas du tout au niveau des années précédentes. Il avait déjà été décevant sur la Columbia Eurosi Paz, devancé par Bernal qui lui a pris leadership. Et là, on voit que sur les courses par étapes et les Ardennaises, enfin le début d'Ardennaises, il est pas non plus nul, mais il est en second rideau, quoi. Il n'est pas au niveau qu'il a pu afficher avant. Il est un tour en dessous, clairement. Bon, après, Henao, il a fait une attaque, je crois, dans la côte de Chérave, au sommet de la côte ou vers la fin de la côte. Il était un peu actif, quoi. Et il avait déjà usé une partie aussi de son énergie avant le mur de 8. Ouais. Une question que je me posais aussi par rapport au top 10, c'est Romain Bardet. Enfin, depuis le début de l'année, je suis un peu surpris de Romain Bardet. Finalement, il est plus performant sur les classiques que sur les courses par étapes. Il fait 2e d'Estrade. Il fait la 9e ou 8e aujourd'hui de la Flèche, je sais plus. Alors, il fait 9e et apparemment, il aurait eu un problème. Je crois qu'il a chuté ou qu'il a crevé. Ouais, en plus. 10 km avant d'aborder le mur de 8, c'est-à-dire à un moment pas du tout opportun pour lui. Hein. Et il a quand même réussi non seulement à revenir, mais en plus à terminer notre top 10. S'il y a un top 10, c'est à contrario sur Tirreno et l'autre course par étape qu'il a faite, c'est la Catalogne, je crois. Non, oui, le Pays Basque, pardon, il était hors du top 10, donc je trouve ça assez bizarre. Enfin, je m'attendais plus à le voir plus performant sur les courses par étapes que sur l'Estrade ou la Flèche, parce que finalement la Flèche est une des premières fois qu'il a fait. Sur le Pays Basque, alors je crois qu'il avait un petit virus, si je me trompe pas, si j'ai bien lu ce qui est ressorti sur Internet, pour le Tirreno Adriatico. Je crois que Romain Bardet, au-delà de sa faiblesse contre la montre, je crois qu'on en débattra une autre fois, il faut qu'il y ait la course pour lui. Il faut que la journée soit difficile. Et c'est vrai que cette année, c'est plus le cas dans les classiques que sur les courses par étapes qu'il a disputé. Je mets à part le Tour du Pays Basque, parce que s'il était véritablement malade, bon, voilà. Mais Tirreno, finalement, c'était très stéréotypé. On a attendu, on a fait le train. C'était skyesque, on va dire. Et ben voilà, hein, Romain Bardet, on sait qu'il ne peut pas faire de miracle dans cette configuration. Donc, oui. Alors, je crois que c'était Baptiste qui parlait d'une sorte d'effet Nibali sur les classiques, comme il y avait une sorte d'effet Contador parfois sur certains grands tours. La présence de Nibali sur certaines grandes classiques où lui-même il a pris des initiatives, a durci la course, a fait que les choses sont allées un peu finalement dans le sens de Bardet, parce que lui, comme Bardet, aime que les courses soient rendues assez dures en général. Ouais, c'est des coureurs endurants en fait. Voilà. Je me souviens Tom Boonen sur son dernier Paris-Roubaix qui avait amené tout le monde sur la filière longue en attaquant très tôt. C'est ça. Et à ce moment-là, Tom Boonen devenait le meilleur coureur, le plus fort tout simplement. Or, s'il avait attendu que les coureurs se bougent, sans doute qu'il aurait été moins puissant. Et je crois que c'est la même chose pour certains coureurs. Or, sur les courses par étapes, et notamment quand il y a la Sky, et notamment quand il y a Chris Froome qui fait figure d'épouvantail, je t'en parle là on l'a vu sur les premières étapes du Tour des Alpes, les coureurs le regardent, ils attendent son attaque, ils ont peur de se faire exploser sur une accélération. Et même si c'est très compliqué, à partir du moment où on essaie de déstabiliser, avant de parler du leader, son équipe, il y a quelque chose qui se crée. Je crois que Romain Bardet, comme Vincenzo Nibali, ont besoin d'une course comme ça. Bon, Vincenzo Nibali, lui, il y arrive. Maintenant, il faut que Romain Bardet arrive également, entre guillemets, à prendre la course à son compte. Honnêtement, moi, je suis rassuré par la performance aujourd'hui de Romain Bardet parce que son Tour de Pays Basque était plutôt préoccupant. Après, terminer 9e de la Flèche Wallonne, faut pas déconner, il est à son niveau. Je veux dire, oui, Romain Bardet a le top 10 de la Flèche Wallonne dans les jambes. C'est un excellent grimpeur, il a fait 2 fois podium du Tour de France. Je veux dire, c'est combien de coureurs ayant fait top 5 au podium du Tour de France ont fait dans le top 10 de la Flèche Wallonne? Attention Baptiste, il a chuté quand même 10 km avant. Hein. Je ne sais pas si ça a vraiment eu une grosse incidence, il a perdu beaucoup de temps sur l'histoire, mais c'est d'autant plus méritant. Mais je veux dire, il n'y a pas une plus grande surprise que ça. Enfin, je veux dire, il devance Patrick Conrad, Sergio Henao, Tom Yates-Slagter et Rudy Mollard. Oui, normal quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans non plus. Je pense que c'est plus avant dans la saison où Romain Bardet, en dehors d'Estrade Bianchi où il a été très bon, et Tirreno aussi, il a été très pénalisé par les contre-la-montre, que l'individuel où effectivement il a pêché, mais aussi le par équipe où AG2R était déjà à la rue dès la première étape et c'était réglé. Et le chrono par équipe a été très important dans Tirreno cette année parce que le reste de la course, c'est pas passé grand-chose. Et voilà. Et le Pays Basque était inquiétant et aujourd'hui, voilà. Mais
c'est à Liège, je pense, plus que Bardet doit pouvoir éventuellement trouver. Voilà, s'il refait un top 10 à Liège, s'il est acteur sur la course, il a déjà été à Liège. Il peut le refaire. C'est encore plus une classique, je pense, qui lui plaît, et qui lui tient à cœur, etc. Et là, je pense que la course aujourd'hui, au-delà du résultat, qui à mon avis est disons, une normalité pour Romain Bardet, mais c'est peut-être un peu dur, mais en même temps, je pense que lui-même est exigeant à ce niveau-là avec lui-même. Doit lui donner de la confiance et envie de faire un truc à Liège, même si avec le nombre de concurrents en forme qu'il aura, ça sera compliqué, mais puisqu'évidemment c'est sans doute un des moins rapides parmi les favoris. Mais je pense que voilà, c'est vraiment dimanche qu'on pourra juger le début de saison de Bardet aussi. C'est son premier top 10 sur la Flèche Wallonne. Il avait fait 13e, mais c'est peut-être également pour ça. Tu disais qu'il avait le top 10 dans les jambes. C'est vrai, mais Romain Bardet sur un mur comme ça, il n'est pas forcément non plus comment dire, dans les tout meilleurs. Là, j'ai son classement, l'étape de UI du Tour 2015. Où il termine tout de même 21e à 36 secondes. Je crois que c'est peut-être ce qui a le plus surpris sur le fait que sur un mur, il ait pu arriver à ce niveau. Après, bien sûr, sur le niveau intrinsèque, effectivement, il doit se trouver dans ce top 10. C'est pas le même genre de parcours, mais il gagne à Péragude quand même. Oui, mais c'était un mur qui se présentait après une ascension. Tout à fait, bien sûr. Mais quand même, là, ils étaient 6 ou 8 au pied de Péragude et en 1 kilomètre très très dur, et c'est lui qui est. Mais bon, on est d'accord que c'est pas du tout les mêmes circonstances. Mais... Alors, mais par contre, ça montre, excuse-moi Max, ça montre, comme tu le dis, qu'il y a quand même une progression de Romain Bardet sur les pourcentages les plus difficiles. Qu'il est vraiment en forme, il devient un coureur assez redoutable sur ces pourcentages. Moi, ce que je me demandais, du coup, c'est, vu le profil particulier quand même de la Flèche Wallonne qui se termine sur un mur, bien nommé, est-ce qu'on va retrouver les hommes en forme de mercredi ce dimanche ou plutôt ceux de dimanche dernier, à savoir ceux qui étaient en forme sur l'Amstel, qui sont plus à leur avantage sur ce type de parcours plus long, déjà 60 km plus long que la Flèche Wallonne, et qui ne se termine pas sur un mur comme ça à 12%. On va retrouver, je pense, les coureurs qui ont été en forme sur les deux courses. Kreuziger, Valverde, Alaphilippe notamment. Je pense que même Jelle Van Endert qui fait top 10 de l'Amstel. On restera sur la même dynamique de toute façon. Oui, je pense. Mathieu, je pense que ça va être peut-être un peu plus dur pour lui, même si cette année la Flèche Wallonne a été durcie. Quand on voit qu'il termine 5e là, la Flèche Wallonne, c'est vrai qu'on peut se poser des questions pour Liège-Bastogne-Liège. Je sais pas, j'arrive pas à le lire ce coureur. Matthews, il aura aussi l'avantage d'avoir Tom Dumoulin avec lui. On va voir dans quel état de forme se présente Dumoulin, mais ça peut être une belle doublette aussi pour la Sunweb dimanche. Ouais. Je vois bien Dumoulin effectivement se mettre à la planche pour Matthews. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Il sera en reprise. Mais bon, on connaît le gaillard. Il s'est préparé aussi ses courses. Je pense qu'il sera déjà dans une bonne forme. Et vu ce qu'a montré Matthews là aujourd'hui, je vois bien effectivement la Giant tenter de bien contrôler plus ou moins les choses avec l'aide de la Quick Step, qui elle tentera peut-être de durcir un peu plus. Pour moi, c'est vraiment après la course d'aujourd'hui et déjà l'Amstel où il était très costaud et où on l'avait déjà, la course, je pense que le final aurait été très différent avec un Matthews sans son problème mécanique sur l'Amstel. Parce que peut-être que ça aurait été un peu moins Sagan qui aurait été au centre de toutes les attentions, mais un peu plus lui. Pour moi, ça va être l'épouvantail dimanche. La grande question, ça va être se débarrasser de Matthews. Parce que le problème qu'il y a, c'est que Matthews peut gagner Liège. L'an dernier, il fait top 5. Il termine à 4 secondes de Valverde qui gagne, donc autant dire que c'est que dalle. Et que Matthews, il peut gagner, vu ce qu'il a montré, il peut gagner Liège, non pas comme un Simon Gerrans, c'est-à-dire dans une course un peu à la con, où ils sont 25 au pied de Hans et où... du coup, vu qu'il ne se passe rien et qu'en fait, on n'a pas réussi à éliminer les plus rapides avant la côte finale, qui est quand même pas la plus dure, et ben du coup, c'est un Gerrans qui gagne. Non, Matthews, en fait, a priori, il est dans le 10 plus costaud dans les bosses, quoi. Mais il est dans les 10 plus costauds dans les côtes, et le mur de 8, c'est pas une petite côte, quoi. Donc, bon, comment est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser de lui autrement qu'en anticipant, qu'en dynamitant la course, mais on a vu encore aujourd'hui que c'était pas exactement les tactiques préférées de Valverde à Alaphilippe.
Et il n'y a pas trop de raison que ça change dimanche. Je ne sais pas comment vous voyez la course, mais... Moi, je pense que c'est la Quick Step qui aura les clés de la course dimanche. Une fois de plus. On risque de retrouver plusieurs très très bons coureurs. Enfin, on aura déjà Alaphilippe, on aura Gilbert, je pense. On aura Jungels. Je ne sais pas si on aura des gars comme Henrik Mas ou comme Charman qui aussi seront au départ, mais s'ils veulent, pour moi, c'est l'équipe qui vraiment a les moyens de foutre le feu à Liège. Enfin, s'ils en ont envie, hein, parce que ça, c'est pas gagné du tout. Ah ben, y a des coureurs qui, de toute façon, savent qu'ils sont perdants s'ils attendent. Et on a vu sur les différentes classiques que les attaquants étaient quand même récompensés, au moins par des top 10, des top 5. Donc, moi, je pense qu'on peut s'attendre dans la lignée des courses actuelles à un Liège-Bastogne-Liège peut-être plus animé que ce dont on a l'habitude, ce qui sera pas mal. Si Alaphilippe veut faire le doublé, il va falloir un moment qu'il se débarrasse des coureurs qui sont les moins costauds sur les bosses. Parce qu'au sprint, face à des Matthews ou d'autres gars qui vont vite, je pense que ce sera pas possible. Et Alaphilippe, pour moi, il a vraiment pas beaucoup de chance de battre un gars comme Matthews au sprint. Enfin, je vois pas trop comment ça peut arriver. Sur une course quand même rendue difficile, les niveaux de sprint ensuite peuvent quand même avoir tendance un peu à se rééquilibrer. Il y en a qui roulaient aussi beaucoup l'année dernière en espérant pouvoir battre parfois Valverde au sprint, alors qu'on sait que le coureur est quand même rapide encore au bout de 260 km. J'ai toujours la conviction qu'il y a quand même à chaque fois des coureurs qui espèrent battre ou qui espèrent sur un malentendu pouvoir faire quelque chose, et donc on retrouve des équipes parfois un peu improbables se mettre à rouler comme ça, comme on a eu la Dimension Data, je crois, aujourd'hui, qui étaient les plus représentés à la fin dans le groupe pour la Flèche Wallonne. On aura toujours des équipes qui rouleront pour aider un coureur qui se sent bien et qui finalement va terminer 11e ou 13e. Enfin bon. Alors, faut voir si le fait que si on rend la course plus difficile et qu'on ait un groupe plus conséquent, parce que là, ils étaient quand même finalement assez peu nombreux devant. Dans le groupe Nibali, ils étaient 6, donc quand même 2 membres de l'échappée matinale. C'est pas un groupe quand même assez important pour pouvoir résister à un peloton, même affaibli. Ce qu'il faut, c'est arriver à une configuration où on se retrouve avec 10 ou 15 ou plus de vent. Là, les choses deviennent vraiment incontrôlables. Mais ça peut arriver, pourquoi pas. Mais tu parlais de Nibali, justement, ça m'amène à penser à la Bahreïn-Mérida. S'ils alignent Nibali, les frères Izagirre, je ne sais pas ce que va faire Pozzovivo, je ne sais pas s'il va quitter le Tour des Alpes vendredi pour venir sur Liège, comme ça se fait parfois. Mais s'il y a ces 4, même sans le quitter, hein. Pozzo, en plus, c'est costaud sur un parcours comme Liège. S'il y a ces 4 coureurs, eux aussi, ils peuvent essayer de faire un truc intéressant, parce que dans les 4, il n'y en a aucun qui est vraiment rapide au sprint ou capable de s'imposer dans un groupe de 20 ou 25. La Bahreïn pourrait aussi être intéressante à suivre dimanche, je pense. C'est vrai que ce qui a manqué aujourd'hui et qui peut peut-être, on verra dimanche si ça a lieu, moi j'y crois pas des masses, mais c'est des équipes qui avaient plusieurs cartes aujourd'hui, aucune n'a glissé quelqu'un dans le groupe Nibali. Enfin, il y a eu un groupe plus important au début, mais le petit groupe Nibali s'est vite détaché de ça, parce que je crois qu'il y avait Gilbert au début notamment qui était accompagné. Je suis d'accord, ce groupe Nibali était bon. J'étais voilà. Très intéressé quand j'ai vu que Nibali était devant, mais un peu déçu quand j'ai vu la composition du groupe. Il y avait finalement, au début, j'ai cru entendre que Gilbert était avec lui, mais finalement non. Voilà, et puis un Benoît, parce que chez Lotto, il y avait Benoît, Wellens et Van Endert. Peut-être dans d'autres équipes, chez Bora, où il y avait beaucoup de coureurs potentiellement top 10, top 15, du coup, mais pas vraiment mieux, donc en tout cas sur un sprint classique mur de vie. Voilà, on aurait pu glisser un Conrad, un Bourman aussi dans ce groupe-là, ou un comment il s'appelle, australien, je sais pas, un McCarthy. Voilà, et au lieu de ça, on a été un peu attentiste peut-être. Bon, faut dire, à leur décharge, faut dire que ça s'est tellement pas passé comme ça les dernières fois dans la Flèche Wallonne que je peux comprendre qu'ils y aient pas cru d'une seconde. Mais bon, peut-être que Nibali leur redonnera la foi pour les années suivantes. Est-ce que ça va pas aiguiser les appétits pour Liège, justement, tout ça ? Il faut espérer, mais c'est vrai que Liège était un peu désespérante parce que jusqu'à il y a encore quelques années, il y avait quand même des coups qui partaient, et c'est vrai que ces 2-3 dernières années, c'était triste, quoi. Ouais, même plus que ces 2-3 dernières années. Je me souviens qu'au milieu des années 2000, déjà on commençait à se faire
la remarque comme quoi c'était vraiment pénible. Alors il y a eu forcément des coups comme Vincenzo Nibali qui manque de gagner face au talentueux Maxime Inglinski. Non, puis la pire play, c'était Gerrans. Enfin, c'est quand même un truc. T'as des noms, c'est sûr que quand tu les vois au palmarès, tu te dis que la course, ça n'a pas dû être passionnante à voir. Bon, t'as quand même eu des éditions, voilà, je dis pas qu'elles étaient passionnantes, mais au moins ça avait bougé. Il y a eu bien sûr l'édition avec les frères Schleck et puis Philippe Gilbert qui gagne. Il y a eu l'édition de Vinokourov. Il y a eu l'édition où Vincenzo Nibali, que tu l'as dit, est battu par Maxime Inglinski. Je crois que les trois suivent, en fait, c'est 2010, 2011, 2012, tout ça. Ouais, exactement. Et après, il y a eu Gerrans. Et après, même quand Dan Martin y gagne, je me rappelle très bien, j'y étais à Liège, c'était nul. Hein. Waouh, c'était vraiment nul cette édition-là. Donc, et depuis, on a les sprints de Valverde. Donc, et en plus, on sent que l'organisateur en a marre aussi. Il tente des trucs. On enlève une côte, on en rajoute une autre. Et il essaye des formules, mais je crois que l'an dernier, il n'y a même pas une attaque dans Saint-Nicolas, quoi. Enfin, je veux dire, il faut la placer où, la bosse, quoi. Et c'est ça qui est un peu fou aussi, c'est qu'on se demande un peu. Ça me fait penser au plan des Schleck, quoi. Ils ont un plan, puis après l'arrivée, ils ont toujours un plan, mais on n'a pas vu, quoi. Ouais. Il y a encore cette fameuse côte pavée non loin de l'arrivée cette année? Non, elle a été qu'une seule fois, je crois. Ouais. Et tant mieux. Oui, ça faisait un peu bizarre de voir ça sur un Liège-Bastogne-Liège. Au moins, un groupe était sorti. On l'a oublié cette édition, mais au moins, ils étaient 4 ou 5 à être sortis. C'est Peuls qui gagne, ce qui faisait un peu bizarre sur le coup, mais sous la pluie. Ça avait fait une sélection. Ouais, surtout, vu le parcours, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Enfin, moi, je pense qu'on a tous plus ou moins le même âge. Je me souviens de Liège-Bastogne-Liège. Je crois que c'était en 97 où tu avais Jalabert, Zouleux avec Bartoli, mais ils étaient à 3 à 50 bornes de l'arrivée, quoi. Donc... Oui, c'est une autre époque aussi. Ouais. Enfin, normalement, il y a moyen pour ceux qui veulent, je pense. C'est ça que je ne comprends pas trop. Quand tu vois les vidéos de la Redoute dans les années 90, tu te dis que le cyclisme a changé quand même. Certes, mais il y avait quand même une au-delà de ce dont on sait mais dont on ne va pas parler, il y avait un esprit offensif même en 2003. Bon, je parle toujours d'une époque fantastique avec Hamilton et Maillot, mais ça attaquait plus de loin. Et ces dernières années, comme tu l'as dit, en fait, on a eu l'impression que à partir du moment où Daniel Martin a remporté le sprint, les coureurs se sont dit bon, de toute façon, ça sert plus à rien d'attaquer avant Hans. Allez, peut-être on va tester vite fait dans Saint-Nicolas et pas plus. Et spirale négative. Ça a continué jusqu'à la situation où on est aujourd'hui et où j'espère que cela va changer. Ouais, parce que tu vois, sur les Flandriennes, au final, ça sort toujours de loin. Comme c'était le cas dans les années 90 ou dans les années 2000. Mais les côtes des Ardennaises font moins les différences que les monts pavés ou les pavés tout simplement. Mais moi, je suis optimiste. Comme ça, après, je pourrais râler si c'est pas conforme à mes attentes. Donc, qui gagne alors dimanche? Alaphilippe, 2. Non, je plaisante. Je vais changer, mais je vais garder un Français. Je vais dire Romain Bardet. Ah. Et ouais. Moi, je prends des paris, messieurs, qui sont un peu plus compliqués que le simple Valverde ou Alaphilippe. Alors, c'est reposant à Valverde. On sait qu'on peut pas vraiment beaucoup se tromper. Au pire, s'il gagne pas, il fait 3e. Enfin, il sera quand même sur la boîte. Donc c'est vrai que c'est pas une grosse prise de risque, mais c'est comme la dernière mission, on avait un favori et demi. On avait tous dit Valverde et timidement annoncé aussi Alaphilippe. Bon, on ne s'est pas trompé de beaucoup non plus. Tu m'as piqué mon favori, Benjamin. J'avais pensé à Bardet aussi. J'aurais dû parler en premier. Allez, je te laisse Warren Barguil si tu veux. Ouais, ou Kevin Reza sinon. Non, blague à part, je vais pas commencer à me lancer sur les Fortunéo et Vital Concept. Allez, je vais dire Alaphilippe pour le doublé. Baptiste? La dernière fois que j'ai dit un Australien pour Liège, j'avais tristement raison, puisque j'avais anticipé la victoire de Gerrans, et donc je vais dire Michael Matthews. Mais ça annonce pas une course folichonne. Ouais, moi je te rejoins aussi sur Matthews, c'est une possibilité qui me semble assez crédible, et sinon, s'il y a quelques gouttes de pluie, ça peut être pour Tim Willems,
qui est quand même en grande forme. Et il reste Max, comme d'habitude, qui... Ah oui. Je viens de me faire piquer mon Wellens à l'instant. Je pensais aussi à lui. Mais sinon, j'avais envie de dire, pour faire un peu râler, mettre un peu d'animation sur le forum, une petite surprise qui n'en serait peut-être plus une finalement maintenant. Roman Kreuziger, qui a l'air très en forme. Et que finalement, on ne prendrait peut-être pas au sérieux si jamais il tentait quelque chose. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Oui, malheureusement, je le crains. Ouais. Sinon, dans le genre gros bourrin qui pourrait mettre tout le monde d'accord avec le jeu d'équipe, un Tige Benot qui a été, moi, il m'a pas mal impressionné aujourd'hui dans un rôle d'équipier et typiquement sur un parcours comme Liège où il partirait de loin, il pourrait faire mal. Pas faux. D'accord. Et Chris Froome un peu fâché dans la foulée du Tour des Alpes, hein, motivé bien comme il faut. Il est prévu. Il fait Liège? Non, j'en ai aucune idée, je dis ça. D'ailleurs, ça nous amène au Tour des Alpes. Apparemment, Chris Froome, il veut plus qu'on lui parle de son affaire de dopage. Ils sont pas sympas, les journalistes sur place. Ils n'arrêtent pas de l'interroger là-dessus et ça aurait dû rester secret. Charles, ce n'est pas une affaire de dopage, c'est une affaire de contrôle anormal. Ah oui, c'est vrai, pardon. Employons les bons mots, les mots qu'aime l'UCI. Même un contrôle à l'EPO, c'est un contrôle anormal. Donc, voilà. Pour moi, c'est pas... la distinction n'est pas forcément pertinente. D'ailleurs, l'autodématocrite de Bianri sur l'auto 1996 était anormal aussi. Hein, et pourtant, pour moi, je dis que c'est du dopage. Mais enfin, bon, bref. Ouais, mais c'est les spécialistes, ils ont fixé le taux trop bas pour l'hématocrite, c'est pour ça. C'est comme pour le salbutamol. Bon, mais arrêtez de taper sur les malades chroniques, c'est quand même pas gentil à la fin. La communauté des asthmatiques est très en colère à vous entendre, là. Je vous préviens. Non, mais plus sérieusement, quand on parle de Chris Froome sur cette affaire, j'ai cité Bjarne Riis, un peu le même profil, hein, le coureur qui a un second grade qui d'un coup se révèle exceptionnel. Je crois que Chris Froome, c'est également le gars dont on avait parlé qu'il avait une maladie du sang qui avait été guérie en 2012. Bon, enfin, c'est anormal ce coureur, tout simplement. Donc, mais moi, j'ai son bouquin là chez moi, j'ai pas réussi à trouver le passage sur l'asthme. C'est ça qui m'inquiète un peu. Parce qu'il est pudique, monsieur. Il voulait pas en parler. Voilà. Ça devait rester secret. Non, mais plus sérieusement, le Tour des Alpes, on a une belle course également, je trouvais. Les 2 premiers jours, je me disais, mais c'est pas possible ces courses avec les Sky. Tous les coureurs ont peur d'eux. Et puis finalement, aujourd'hui, ils se sont dit, bon, allez, ça suffit maintenant. On va amener les Sky sur le terrain qu'ils détestent le plus, c'est-à-dire sur les longs efforts répétés. Et alors là, ça a été du beau vélo. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi, pendant l'étape, là, c'était vers la fin de la dernière ascension, je me suis dit, quel que soit le résultat, c'est du beau vélo. Ça me plaît, je suis content. Les gars prennent des initiatives. On voyait un Kenny Ellison qui était dans le rouge complet. Alors, c'était pas Wout Poels qui s'écarte. On a l'impression qu'il pourrait tenir à 40 bornes à 8% comme ça. C'était Kenny Ellison. J'ai cru qu'il allait tomber dans le fossé à côté et qu'il allait falloir les secours pour le ramener. Mais non, c'était vraiment sympa. Les leaders qui sont obligés d'accélérer derrière. Alors, jurisprudence Bernard Cole, ce n'est pas parce que le coureur souffre que tout va bien, que tout est sain, mais merde, quoi. Moi, je me suis régalé. Mais je crois que déjà la veille, ce que nous avons vu lors de l'attaque de Chris Froome la veille était vraiment, mais d'un point de vue esthétique, une véritable horreur, une insulte. Mais c'est ça, il a rien pour lui, le mec. Et au moment où il attaque, on voit déjà Kenny Ellison se mettre pratiquement de travers, au milieu de la route, comme ça, complètement à l'arrêt. Et donc, il a refait le coup aujourd'hui de nouveau. Mais sur du 4%, donc c'était un peu moins. Ah oui. Mais non, mais c'est vrai. Après, Chris Froome, justement, tu parles de cette attaque. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Alors, heureusement, elle n'a pas duré longtemps parce que. Oh. Moi, ça m'a rappelé Armstrong, cette moulinette. Ah ouais. Sauf que Armstrong, ça tenait 10 km, la Froome, ça a tenu 50 mètres, et puis lui aussi. En fait, ça m'a fait penser. C'est pas inesthétique à voir. Enfin, je trouvais pas ça. Si. Regarde le Semnoz. Regarde le Semnoz 2013. Ouais, et il place une attaque qui est la même au pied du col. Et finalement, il n'arrive pas à tenir l'effort. Il y a Quintana et Joaquim Rodriguez qui reviennent sur lui. Ouais. Tu verras, c'est quasiment la même chose. Et le malheur
qu'il y a avec Chris Froome, c'est que c'est le coureur que je n'arrive pas à décrypter. Je ne sais pas quand c'est qu'il est pas bien, quand c'est qu'il est bien. J'essaie de me focaliser sur sa vitesse de jambe. Quand il tourne pas trop, c'est que normalement il est pas top. Et quand il enlève ses lunettes, c'est généralement qu'il est pas bien non plus. Voilà, c'est les deux. Et le souci, c'est que ça me gêne beaucoup parce que je vais dire le post que j'ai mis sur le forum après l'attaque de Froome. Donc on était à un dernier kilomètre. J'ai dit, je vois 4 coureurs, 4 cyclistes et quelque chose, je saurais pas le dire. Ça me gêne beaucoup parce que mon cerveau me dit qu'il y a quelque chose de pas normal avec lui. Tu vas avoir des problèmes avec Michel, toi. Mais pas normal ne veut pas dire. Pas normal, c'est peut-être anormal. J'ai pas dit anormal, j'ai dit pas normal. D'ailleurs, c'est ce que disait Armstrong quand il voyait quelque chose dans le peloton qui semblait lié à un produit. Et apparemment, il disait pas normal. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Tyler Hamilton, son coéquipier. Daniel. Non, mais pour en revenir un peu à la course, effectivement, c'est plutôt débridé malgré ce fameux train Sky. Aujourd'hui, Thibaut Pinot et quelques autres leaders ont attaqué de très loin. Alors, je sais plus exactement qui l'accompagnait. La chasse a été menée du coup par la Sky et par les 5 ou 6 Astana qui avaient loupé le bon coup, il me semble. Petite parenthèse, juste, c'était quand même que de nouveau, là, comme disait Charles tout à l'heure pour le côté spectaculaire des scénarios de course, le tracé joue beaucoup. La veille, c'est vrai qu'on a eu un Trascaille. Pourquoi ? C'était une arrivée en côte sur le difficile col de Pampeago. Aujourd'hui, d'ailleurs, Charles, tu peux m'en témoigner, j'avais dit la veille, si les gros décident, ils peuvent s'expliquer et de loin, parce que le terrain le permettait. Ouais, non, le tracé est très intéressant, effectivement, avec 2 premières grosses étapes et puis des étapes un peu plus qui se terminent, on va dire, en bas de col un peu moyen, qui permettent donc d'avoir une course ouverte, si on veut, ou bien un sprint en comité réduit, si jamais il se passe rien. Donc non, c'est un tour agréable à suivre. Voilà, c'est bien de voir Thibaut Pinot aux avant-postes, il prépare bien le Giro, quoi. Ça sent le Giro, justement, cette course, On commence à voir les leaders ça sent la période des grands tours. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est fan des classiques et des fans. Mais elles sont de plus en plus le Giro. C'est-à-dire qu'on a une liste de participants qui se densifie à chaque année, je trouve, au niveau de ceux qui vont venir ensuite sur le Giro. C'est un peu comme était le Dauphiné il y a quelques années. Sauf qu'il n'y a pas le Tour de Suisse en opposition, donc forcément. Non seulement les participants et les leaders sont ceux qu'on voit, leaders sur le Tour des Alpes sont ceux qu'on verra sur le Giro. Et surtout, moi, ce que je trouve rigolo, et c'est sans doute ce qui le rend agréable sur ce Tour des Alpes, c'est qu'on a l'impression que personne n'en a absolument rien à foutre de cette course. C'est-à-dire qu'ils font la course pour se tester, pour voir comment ça marche. On essaye des tactiques, on essaye une attitude, on teste ses jambes, on teste une attaque. L'autre jour, la FDJ, on a eu l'impression qu'ils faisaient un peu une espèce d'expérimentation tactique en roulant à bloc pour essayer d'éliminer des Sky, et puis avec cette espèce d'attaque boomerang de Reichenbach, on n'a pas trop compris à quoi elle servait, mais bon, en fait, je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre ce qu'ils veulent faire à l'instant précis où ils le font, dans la course dans laquelle ils évoluent. On a vraiment l'impression que tout le monde est venu là. Alors, c'est pas très, très, très sympa pour la course en elle-même, mais on a l'impression de voir un espèce de labo de ce que sera le Giro dans quelques temps, et voilà, et c'est sympa parce qu'on voit Froome, Pinot, il y a Haro aussi qui revient pas trop mal, Miguel Ángel Lopez aussi, enfin voilà, on voit tous les futurs protagonistes du Giro, ou la plupart en tout cas, qui ont l'air déjà assez prêts. Alors on se parle, Pinot est leader, j'espère pour lui qu'il n'est pas un peu trop tôt leader. Moi j'avoue avoir un peu de crainte là-dessus, parce que la dernière semaine du Giro est dans 1 mois, et c'est long, 1 mois. Donc voilà, mais en tout cas, personne n'a l'air non plus trop à la bourre. Simon Thiès peut-être un peu à la bourre. Mais bon, je pense que ce qui rend intéressant ce tour, c'est vraiment qu'il y a personne n'en fait vraiment un objectif, quoi. Si ce n'est peut-être les équipes Conti Pro qui jouent leur propre carte sur cette course, aussi pour se distinguer, se mettre à l'avant, ce qui permet aussi de découvrir ou de redécouvrir quelques petits jeunes, là, comme on a vu Chicone ou Sosa se mettre en évidence. Charles, tu voulais intervenir depuis un petit moment, excuse-nous. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, Baptiste, que je me suis fait exactement la même réflexion cet après-midi en voyant Lopez rouler comme un malade pour Luis León Sanchez dans le final, ensuite se faire décrocher. Tu sens qu'il s'en fout royalement, parce que même quand il passe la ligne, il passe tranquille, tu vois, il cherche même pas
à récupérer 4-5 secondes pour essayer de jouer la gagne au général, quoi. Et c'est peut-être ce qui rend la course vraiment intéressante au final. Pinot disait à l'arrivée, je m'en fiche, j'ai rien à perdre sur cette course. Et mais c'est génial au final. Ouais, voilà, c'est génial, mais c'est un peu dommage de se dire qu'il y ait cette pression si terrible lors des grands tours qui empêche les coureurs de bouger comme ça. C'est un peu comme la différence entre le Dauphiné 2017 et le Tour de France 2017, même si les équipes n'étaient pas au même niveau de forme, tout ça. Je vous rappelle la dernière étape du Dauphiné 2017 qui était un feu d'artifice somptueux. C'est peut-être la différence qu'il y a, mais peut-être qu'on va dans le bon sens. Mais pour le spectacle, c'est super intéressant. Si les coureurs et les équipes arrivent à se dire que toutes les courses hors grosses courses du World Tour sont vraiment des courses de préparation et limite le général n'est pas intéressant, ça va donner du spectacle vraiment pas mal. Et en plus, c'est pas forcément pour ça qu'on va pas retrouver des gros coureurs en tête du général, parce que là, on voit que Pinot est pour l'instant en tête. On verra bien ce qui se passe d'ici vendredi, mais on a quand même des gros qui sont devant. On a Froome qui se teste, même s'il n'arrive pas trop à lâcher les autres. On voit que ça lui tient à cœur de vraiment faire les efforts. Là, dans la descente, il était encore à fond aujourd'hui. On voit un petit jeune comme Ivan Sosa qui fait vraiment plaisir à voir, hein. On voit que chez Androni, finalement, Bernal s'est barré, mais derrière, on a Sosa et Rivera qui sont vraiment des futurs pépites aussi. Enfin, pas mal d'enseignements intéressants à tirer. On voit que Meintjes, c'est vraiment pas trop dans le coup, alors qu'il a fait du Giro son objectif, je crois. On voit un jeune, là, par contre, Ben O'Connor, qui sort d'un bon Tour de Catalogne, où il finit 11e, qui gagne une belle étape. Enfin, vraiment une belle course, je trouve. Dommage qu'elle s'appelle plus Tour du Trentin, quoi. Ouais, mais Tour of the Alps, avec tout. Le seul truc gênant avec cette course, c'est tout son branding commercial un peu dégueu autour, quoi. Mais sinon, je crois que c'est dû aussi à un problème un peu italo-autrichien par rapport à l'utilisation de certains noms qui pourraient poser problème ou sensibilité. C'est pas comme le mot Macédoine, mais c'est un peu l'histoire là, je crois. Donc du coup, je crois que les deux parties se sont mis d'accord pour utiliser justement un terme anglais neutre pour que ça ne cause pas de problème. Alors c'est vrai que ça fait un peu branding Coca-Cola comme ça, un peu artificiel, alors qu'en fait on passe par les plus beaux cols des Dolomites italiennes et puis après des Alpes autrichiennes. C'est un peu dommage. Mais la course pour l'instant, elle ne pâtit pas de tout cela, et c'est vrai que tout ce qui se passe sur la course elle-même reste très très plaisant. Et puis il va y avoir quelque chose de super intéressant à suivre, puisque c'est Baptiste qui nous le disait tout à l'heure. C'est la dernière étape qui va finir sur le circuit des mondiaux, c'est ça? Exactement, Innsbruck. C'est pas exactement le circuit, mais je crois que c'est la bosse qu'il y a sur le circuit des mondiaux. Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est le mur final? Il y a les deux, mais on n'y passe pas à la fin, on y passe avant la bosse, enfin c'est dans l'autre sens, quoi. Il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, il y a le Knadenwald avant l'Olympia Climb. Désolé pour l'accent. Mais ça va être sympa, ouais. Et donc, ça va être aussi une bonne occasion pour les coureurs de repérer un peu le terrain. Je pense que effectivement, ça va très intéresser Pinot ou Pozzovivo, cette étape, pour des raisons qui ne sont pas liées du tout à la course, en fait. Il faudra se méfier aussi de qui... je ne sais pas trop qui parmi les meilleurs de ce Tour des Alpes sera à Liège, mais on a déjà vu que ça a été, par le passé, dans un passé récent, que c'était un tremplin parfois très, très bon, à la fois en termes de préparation, mais aussi de cachette, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'un coureur qui arrive à Liège et qui n'est pas passé par l'Amstel et la Flèche avant, mais par le Tour des Alpes, est moins surveillé, on a moins l'habitude d'avoir couru avec lui, on n'a pas trop bien vu qu'il tournait bien les jambes jusque-là, et hop, il en profite et il arrive à tirer son épingle du jeu à Liège. Et on l'a déjà souvent vu, je sais pas, souvent c'est les Italiens qui font ce jump-là. Je me souviens l'année dernière, c'était Pozzovivo. Formolo sorti du Trentin, il avait placé une belle mine à la fin à Liège, il était dans les meilleurs. D'ailleurs, tu parlais de ça, Baptiste, moi j'aimerais bien un jour voir Thibaut Pinot à Liège quand même, voir ce que ça donne sur une classique comme ça. Surtout qu'il va vite au sprint. Ouais. Oui, parce que l'année dernière, il gagne une étape autour du Tour des Alpes. Au sprint, je crois. Et au Giro, au sprint. Exact. On voit, ça fait très longtemps, je crois, que par contre, le doublé de Trentin, Giro n'a pas été réalisé, je pense, même si le dernier, c'est pas Cunego. Enfin, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en général, ceux qui font une bonne performance au Trentin, on les retrouve quand même dans le coup au Giro, même si c'est rarement, effectivement, le vainqueur du Trentin qui gagne le Giro.
Voilà, est-ce que vous vouliez rajouter autre chose sur la course en elle-même? Il me tarde de voir la fin de la semaine de cette course, ce qui est plutôt bon signe. Oui, parce que bon, pour l'instant, les écarts sont pas faits. Et puis, on voit que sur le circuit, la dernière étape qui reprend donc le circuit du championnat du monde, la course risque d'être difficile à contrôler, y compris pour la FDJ. Hein. Ah ben, la FDJ, peut-être que ils ont perdu 2 coureurs. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, ils ont perdu Jérémy Roy et William Bonnet. Bon, on verra. Mais cette course, elle est vraiment intéressante, pas forcément pour le classement général, mais vraiment, enfin, je trouve que ça donne un vrai indicateur de forme des candidats à la victoire sur le Giro. Et je suis content d'ailleurs. On voit qu'Arou, tu vois, il avait du mal en début d'année, mais là il revient un peu mieux. Enfin, on sent que finalement il sera dans le coup le mois prochain lors du Giro. Et moi je suis content de voir qu'Alexandre Geniez également monte en puissance petit à petit. Devrait pouvoir jouer le top 10 également au Giro. Ça nous permettra de voir 2 Français en tête dans la montagne. Geniez l'a déjà prouvé, l'a déjà fait, hein, je crois, il y a 2-3 ans. Ouais, il a déjà fini dans le top 10, et c'était 2016, je crois. 2016 ou 2015. Ouais, tu me poses le doute là. C'était peut-être 2015. Oui, c'était 2015 parce que. Je crois que c'est le Giro où il y avait les Astana contre Contador en gros. Hein. C'est ça, c'est le Giro 2015 parce que je me souviens qu'ensuite il est allé sur le Tour de France et il aide Pinot à gagner à l'Alpe d'Huez. Sur l'étape de l'Alpe d'Huez où il était échappé. Bon, écoutez, je pense qu'on peut arrêter là peut-être pour le Tour du Trentin. C'était une grosse semaine de toute façon de vélo avec la semaine des Ardennaises et cette course de préparation pour le Giro. On se retrouvera de toute façon très très vite pour le prochain chapitre de Liège-Bastogne-Liège. Est-ce que l'un de vous voulait rajouter avant de finir, je crois que la famille de Benjamin ou la famille à Caillon est en deuil cette semaine, non, Benjamin? Et cette semaine, ça a été l'annonce de la retraite d'un coureur finalement qui est assez connu sur le forum. Hein. Je crois que c'est devenu un coureur dont on parlait à chaque fois qu'il était aligné sur une course. C'était mon chouchou tout simplement. C'était Julien Loubet qui avait signé cet hiver chez Euskadi Murias. Donc on l'a eu hier sur Radio Vélo où il expliquait que Skadi avait de grandes ambitions pour lui, hein, puisqu'il le voyait leader sur les Continental Pro et même sur les World Tour. Et Julien, il a eu un hiver plus que compliqué, en plus de raisons personnelles, il a été blessé. Il y a également eu la très très grave chute de l'un de ses meilleurs amis, Thomas Perroton, sur le Tour de Tahiti, où il a failli perdre la vie. Et à 33 ans, ceci, plus cela, fait qu'il a préféré mettre fin à sa carrière après une très belle saison à l'Armée de Terre, où il a atteint un de ses objectifs avec sa victoire sur la première étape de la Route du Sud, où il a porté le maillot de leader. Parce que qui dit Route du Sud, vous parlez à n'importe quel Occitan. Hein. Si on doit vous donner un coureur lié à cette course, c'est Julien Loubet, tout simplement. Parce que Julien, c'est un coureur qui a fait plusieurs clubs de la région, qui a été connu, qui est devenu capitaine de route de JC Blagnac, quand il est repassé chez les amateurs, qui a laissé un souvenir partout exceptionnel. Et c'est surtout un coureur, comme disait Julien Almanza hier, on attendait finalement, on pensait qu'il ferait beaucoup plus, parce que c'était un moteur incroyable. Moi-même, je m'attendais à ce qu'il fasse moins merveille, et malheureusement, Julien, il avait 2 soucis. C'était une santé très fragile, puisqu'il est souvent tombé malade. Ensuite, les aléas de la course ont fait qu'il a été blessé également. Et c'est également un coureur qui a vraiment pas eu de chance. Je vais prendre un exemple terrible. C'est avant le Tour 2016, donc il est chez Fortuneo. Il a connu un début de saison marqué par les maladies, par blessures. Et il revient en forme. Sur la Route du Sud, malheureusement sur l'étape Rennes, il fait, je crois, dans les 30 premiers, frigorifié, parce que Julien, c'est quelqu'un qui marchait pas sous la pluie, le froid, ça c'était pas possible. Hein. Et il y avait ce championnat de France qui était compliqué sur son parcours. C'était un parcours difficile. Donc il était dans la première échappée qui finalement se fait reprendre. Bon, ça arrive, pas de souci. Et à un tour de l'arrivée, alors que la course se joue, lui, il a son vélo, je crois qu'il pète sa chaîne ou quelque chose comme ça. Il est obligé de s'arrêter au stand.
Donc il perd énormément de temps sur les leaders. Le groupe Arthur Vichot, Galopin, Villermoz s'en va. Et il rattrape énormément de coureurs dans la bosse du parcours. Il revient, il fait top 20 après être revenu sur le petit groupe qui se jouait les places d'honneur. Et sauf que ça suffit pas, il est pas pris pour le Tour de France alors qu'il était en grande forme. Un Tour de France où l'équipe Fortunéo... je vais pas dire les noms des coureurs, mais bon, chaque fois que je vois cette sélection, je suis scandalisé. Pour moi, c'est une des plus grandes injustices que j'ai vues. Et je l'ai vécu par procuration, hein, puisque je sais même pas s'il a réussi à s'en remettre finalement de cette non-sélection. Je crois que c'est vraiment son grand regret, c'est de ne pas avoir participé au Tour de France. C'est la course qui le faisait rêver. Juin, juillet, c'était les moments où il était le plus en forme. On ne lui a jamais laissé sa chance. Et voilà, ce qu'on gardera de lui, c'est quelqu'un qui a fait son métier honnêtement, qui a connu 2 époques. Donc sa première carrière, il avait commencé en 2005. Puis il est revenu, il a changé sa façon de faire. Il a eu de belles victoires, donc j'ai parlé de cette route du Sud. Il n'y a pas eu que ça, hein. Il a gagné Paris-Camembert, il a gagné le Tour du Finistère, bon, c'est un palmarès national. Je pense qu'il pouvait espérer mieux, mais pour cela, il aurait fallu avoir peut-être un peu plus de chance et une meilleure santé. Donc voilà, mais pour moi, ça a été un gros coup de massue. Un gros coup de massue parce que bon, même si je le sentais arriver, l'annonce de fin de carrière comme ça... Ça fait mal, hein. C'est pas comme pour les fans de Contador où ils ont eu une année superbe pour s'y faire. Donc voilà, c'est un coureur avec qui j'ai couru, donc forcément c'était le dernier qui était encore pro. Mais c'est un coureur qui est resté fidèle à ses valeurs. Et il y a un petit parallèle à faire entre Julien Loubet qui arrête sa carrière... je vais pas dire au sommet, mais un peu après une belle saison, même s'il a fini la saison dernière sur une chute et qu'il a pas pu faire la fin de saison, et un Rémi Di Gregorio qui peut-être a passé la limite tout simplement, et je pense qu'il vaut mieux finir... C'est 2 coureurs qui étaient de la même génération, hein, même année, donc ils ont couru l'un contre l'autre. Donc voilà, pour moi, ouais, je devrais Di Gregorio envisageait d'ailleurs la fin de sa carrière l'année dernière, il aurait peut-être dû le faire. Ouais, voilà, écoute, des fois, tu sais, tu te dis, j'ai peut-être une dernière occasion, tu as peut-être une mauvaise influence, on te dit, écoute, tu fais Paris-Nice, teste ça, et là, tu te dis, bon, ça fait quelques années que j'ai pas trop marché, je suis pas trop mal en début de saison, et si ? Et voilà. Hein. Donc voilà, écoute, écoutez, c'est de l'émotion forcément. Hein, on se sentait touché quand même, hein, toujours. Mais ça, Benjamin, tu vois, je pense que ça arrive plus souvent qu'on le pense, ces mecs qui vont tenter leur va-tout sur une dernière année ou une dernière fin de saison. C'est possible. Tu vois, Samuel Sanchez, ça m'avait quand même... Enfin bon, je me fais pas d'illusions sur son début de carrière, mais tu dis se faire choper là, comme ça, en fin de carrière, pourquoi Oui, il y a des choses bizarres comme ça. Des fois, il y a des choses bizarres, on ne sait pas, hein, si ça se trouve, c'est... Non, mais bon, ce qu'on peut dire au moins pour Julien Loubet, c'est que lui, il aura choisi exactement la façon dont il voulait sortir. Voilà. Je ne sais pas s'il a vraiment choisi, parce que je crois qu'il était motivé un peu forcé par les événements. Disons, quand il a signé chez Murias, je pense que c'était... il avait un beau programme de course, hein, un Tour du Pays Basque, la Vuelta en fin de saison, les Coupes de France qu'il aime tant, la Route du Sud. Mais parce que là, Loubet, il arrête au moment où il peut faire un grand tour, quoi, et un grand tour en tant que leader en plus. Enfin, peut-être pas leader pour le général, quoi que ce soit, mais avec une liberté complète, je pense, Benjamin, non ? Ouais, je pense qu'il pouvait jouer les étapes, parce que c'est devenu un puncher grimpeur. Un maillot à poids, tu vois, enfin un truc. Ouais, c'était quand on faisait les paris à Vélo Club, je t'avais dit, Charles, moi je vais faire un article sur Loubet, meilleur grimpeur de la Vuelta. Finalement, j'ai pas fait l'article parce que c'est tombé plus ou moins au même moment où il a dû renoncer au Grand Prix de la Marseillaise parce que il avait un souci de santé et finalement il a pas couru. Donc c'est ça qui fait qu'il arrête sa carrière, donc je peux pas dire qu'il le choisisse. Et en même temps, comme il l'a dit, il a préféré être honnête, dire à son employeur qu'il ne pouvait pas assumer le rôle qu'il voulait. Et oui, c'est lui qui a un peu décidé de cela. Donc oui, ce que je voulais reste dire, pas en si définitive, il a gardé quand même la main là-dessus. Voilà, je crois que à l'entendre dans Radio Vélo hier,
je sais pas, il y a peut-être un soulagement. Il a quand même 33 ans. Au bout d'un moment, peut-être il se sentait pas de repartir après tous les problèmes qu'il a eu, refaire tous les efforts pour essayer de revenir au niveau, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un coureur qui aura marqué toute une génération en Midi-Pyrénées, donc maintenant Occitanie. C'est vraiment un coureur qui fait l'unanimité. Bien, on peut dire aussi qu'effectivement, d'une certaine façon, il aurait été aussi une sorte de mascotte un peu dans le forum, parce que c'est vrai que du coup, on guettait un peu ses courses, ça mettait un peu de piment, on aimait bien le suivre aussi. Il permettait d'avoir un regard différent aussi sur les courses. Je pense que même d'une certaine façon, il a permis sur le forum à certains forumers de s'intéresser à des courses qu'ils n'auraient peut-être pas forcément suivies sinon. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous vouliez encore ajouter quelque chose, mais là, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Au rayon des infos, juste Richie Porte était sur les pavés de Roubaix aujourd'hui. Et il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé du tout. Il n'a pas aimé, mais il n'est pas tombé. Chacun en tirera la conclusion qu'il Ça viendra. Bon, écoutez, on va donc clore là notre émission. Oui, juste avant de finir, on a prévu une super émission spéciale. Romain Bardet peut-il gagner le Tour de France 2018 ? Donc un petit hors-série. Un petit hors-série à découvrir très bientôt. D'accord. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors n'hésitez pas à laisser pouce bleu, questions, commentaires. On essaiera d'y répondre le plus vite possible. Voilà, donc prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.